C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les migrants subsahariens chassés de la ville tunisienne de Sfax, une ville qui a connu une nouvelle nuit de violence après la mort d'un habitant dans des heures. Reportage de nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Dans ce journal également, nous vous emmènerons à Birao, à la frontière entre la République centrafricaine et le Soudan. Le HCR a pu installer plus de 10 000 réfugiés soudanais. Nos correspondants à Bangui s'y sont rendus, témoignage à suivre. Et puis l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne pourra pas voter aux prochaines élections locales. Le premier recours de son parti a été rejeté en juin et le PPACI n'a pas fait de second recours. La date limite est passée. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Chassés en pleine nuit, les migrants subsahariens résidant dans la ville tunisienne de Sfax ont été pris à partie par des habitants. Des dizaines d'entre eux se sont sortis dans les rues de plusieurs quartiers dans la nuit de mardi à mercredi pour exiger le départ immédiat des clandestins. Reportage de nos envoyés spéciaux, Lilia Blaise et Hamdit Lili. Mardi soir, c'est sous protection policière et face aux cris de dégage des habitants que de nombreux migrants ont dû être évacués d'urgence de leur domicile à Sfax. D'autres ont été emmenés dans des bus vers une destination inconnue. Ces nuits d'échauffourée interviennent après la mort d'un Tunisien, Nizar Amri, lors d'une altercation avec des subsahariens lundi soir. Pendant ces funérailles, mardi après-midi, la tension était à son comble. J'étais dans la rue où le crime s'est déroulé. Je suis allé chercher ma moto, j'ai même pas fait 200 mètres et regardez mon état. D'autres se sont fait taper. Non mais c'est quoi cette situation ? 3 migrants ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte par le parquet de Sfax. Les tensions dans la ville ne sont pas nouvelles. Fin mai, un migrant béninois avait été poignardé par des Tunisiens. Et depuis une quinzaine de jours, plusieurs accrochages ont eu lieu dans des quartiers. Les habitants n'acceptent plus l'afflux de migrants dans la ville, devenue la plaque tournante des départs irréguliers vers l'Italie. Les autorités tentent de contrôler une escalade des violences. Bon, on essaie de rétablir l'ordre, on essaie de poursuivre tous les gens inculpés, que ce soit tunisiens ou africains, parce que toutes les personnes doivent se conformer à la loi tunisienne. Mercredi, dans la ville, nous croisons de nombreux migrants qui ont fui des représailles ou qui ont été chassés de leur logement. Beaucoup se retrouvent à la rue. Aboubacar, originaire du Sierra Leone, a 20 ans. Il accepte de nous parler anonymement. La situation actuellement n'est pas bonne. Je me suis fait détrousser par des jeunes Tunisiens. Ils m'ont pris mon téléphone et mon argent. Ce n'est pas bon du tout ce qui se passe. Certains migrants ont également afflué vers la gare de Sfax ce mercredi pour fuir vers la capitale et demander de l'aide à leurs ambassades. On n'arrive pas à trouver de voiture ou de transport pour sortir de la ville, alors on a décidé de prendre le train vers Tunis, principalement pour notre sécurité, car nous nous sentions en danger. Hors caméra, certains disent craindre d'être déportés et abandonnés à la frontière libyenne s'ils se font arrêter. Un scénario qui s'est déjà produit en Tunisie dans le passé. On part à présent en Centrafrique où nos correspondants se sont rendus à Birao, à la frontière soudanaise. Là-bas, le HCR a pu installer plus de 10 000 réfugiés soudanais. Cette opération consiste à mettre les réfugiés à l'abri des combats, mais aussi d'anticiper les conséquences de la saison des pluies qui a déjà commencé. Reportage de Rolf Steve Domialéou et Milino Bandio. Aux heures de pointe, quand le soleil devient brûlant et l'ombre rare, le temps reste comme suspendu sur le site de Corcy. Il est 11 heures alors que certains réfugiés se ravitaillent en eau potable, d'autres prennent place sur des nattes. Chacun attend sa séance de thérapie. Mais ici, dans sa petite concession, Ibrahim Mokhtar se remet difficilement de ses traumatismes. Ma situation était vraiment délicate. J'ai été obligé de fuir parce que j'ai tout perdu. Grâce aux humanitaires du HCR, je suis en sécurité à Birao. Je bénéficie des soins médicaux et je demande au gouvernement centrafricain de continuer à nous aider. Ces 4 dernières semaines, le HCR et les autorités locales ont réussi à installer plus de 1000 réfugiés dans ce nouveau site à Birao. Dans toute chose, il y a les difficultés. Nos frères soudanais ont subi beaucoup de choses et ils sont venus à Amdafok RCA. C'est par rapport à ça que le gouvernement centrafricain nous a instruit de voir quelles possibilités pour ces demandeurs d'asile. Le camp des réfugiés de Corcy s'étend sur 100 hectares, mais à ce jour, seulement la moitié du site est occupé.
Au niveau de la République centrafricaine, il y a de grands besoins de financement pour financer non seulement cette crise des réfugiés soudanais, mais d'autres crises internes qui touchent la République centrafricaine et qui pourraient nous permettre de donner l'espoir à ces personnes d'avoir une vie meilleure, d'être installées dans des conditions décentes. Alors que les combats se poursuivent au Soudan, d'autres abris sont en construction pour anticiper l'arrivée d'autres vagues de réfugiés. En République démocratique du Congo, le bras de fer entre une partie de l'opposition et la CENI, la commission électorale indépendante, se poursuit. Pour rassurer son président, rencontre les principaux opposants du pays. Mais ces entrevues ont relancé un débat. L'élection présidentielle aurait-elle lieu à la date annoncée fin décembre? L'opposition en doute, le gouvernement reste serein. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'hypothèse d'un report des élections générales a été relancée par Adolphe Muzito, ancien Premier ministre devenu opposant. Un report qui s'explique selon lui par des retards de décaissement de la part du gouvernement. Si la commission électorale n'a pas d'argent, elle ne pourra pas financer le processus électoral. Alors la CENI a besoin de plus de 500 millions de dollars pour organiser les différents scrutins qui doivent se tenir dans moins de 6 mois. Seuls 100 millions de dollars sont sur le point d'être décaissés, mais un glissement des élections n'est pas envisageable pour les autorités congolaises. Il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes en programme, il faut tenir des équilibres. Nous avons la guerre qu'il faut financer. Nous avons la situation humanitaire qui est celle qu'il faut gérer. Mon collègue de finances, Nicolas Kazadi, a eu une réunion non pas seulement avec le président de la CENI, mais avec toute l'Assemblée plénière. Et je pense que ceux qui veulent penser qu'il y aura un problème des financements qui justifie les retards des élections, je pense qu'ils doivent commencer à relativiser leurs calculs. Parce que si depuis les débuts du processus, il y avait cette crainte des financements, mais les rendez-vous ont été tenus, comptez sur nous pour que le rendez-vous principal qui est attendu en décembre 2023 puisse être tenu. La semaine dernière, la CENI avait rencontré 4 autres opposants, parmi lesquels Matata Ponyo, Martin Fayulu et Deli Sesanga. Les discussions s'étaient concentrées autour d'un autre point de discorde, le fichier électoral. Pour ces opposants, ce fichier qui compte plus de 43 millions d'électeurs est frauduleux. Martin Fayulu a d'ailleurs annoncé que son parti ne présenterait aucun candidat aux élections si un nouvel audit du fichier électoral n'est pas réalisé. La CENI avait alors affirmé que la question d'un nouvel audit sera soumise cette semaine à la plénière de la commission électorale. C'est plié. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ne pourra pas voter pour les prochaines élections locales en Côte d'Ivoire. Un scrutin prévu le 2 septembre prochain. Le PPACI n'a finalement pas déposé de dernier recours auprès du tribunal administratif, mais il ne renonce pas pour autant à obtenir gain de cause. La correspondance à Abidjan de François Hume Ferkataji. Le PPACI n'a pas souhaité poursuivre le combat judiciaire qu'il estime perdu d'avance. Le parti de Laurent Gbagbo avait formulé un recours auprès de la CEI, la Commission électorale indépendante, le 8 juin dernier, recours qui a été officiellement rejeté le 28 juin. Il restait l'option d'un second recours, celle du tribunal administratif, option qui a donc été abandonnée. Le porte-parole du parti indique cependant que Laurent Gbagbo ne va pas céder. La participation à la vie politique du pays de l'ancien président est non négociable, dit-il, et il devrait s'exprimer demain sur de possibles suites à donner. Il pourrait s'agir d'un appel à des rassemblements populaires. Le PPACI a qualifié cette non-inscription sur les listes électorales de manœuvre politicienne visant à écarter Laurent Gbagbo de la vie politique, alors que les cadres du parti souhaitent le voir se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2025. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale, mais il reste condamné ici, en Côte d'Ivoire, à une peine de 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Il a été gracié par la présidence, mais non amnistié. Il reste donc privé de ses droits civiques. Une condamnation que Laurent Gbagbo, je cite, réfute avec vigueur. Ces violences dans l'est du Burkina Faso, une quinzaine de civils ont été tués mercredi lors d'une attaque djihadiste à Solra, localité située dans la province de la Nyanga. Une information de sources sécuritaires et locales communiquée à nos confrères de l'AFP. Ces mêmes sources ont signalé un départ massif d'habitants fuyant les incursions de groupes armés dans la zone.
Et ces violences n'empêchent pas la comédie et l'humour. Au contraire, c'est pour beaucoup un exutoire. C'est le pari de la réalisatrice Aminata Diallo-Glès avec sa série Bienvenue à Kiki Déni. Elle avait rencontré un fort succès dans toute l'Afrique francophone avec les 2 premières saisons. Le tournage de la 3e, qui compte 20 épisodes, doit être bouclé fin juillet. Caroline Lambolé. Dans Bienvenue à Kiki Déni, Razmane Ouedraogo joue un imam. Dans cette scène, il s'adresse au curé du village. Mes points seulement suffisent pour dissuader tout agresseur. Une référence à la mobilisation générale décrétée à la mi-avril par les autorités burkinabées, confrontées à une insurrection djihadiste. Tous les problèmes qui sont posés ici, c'est des problèmes universels finalement. Qu'on parle d'intégrisme, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de cohésion sociale, de vivre ensemble, c'est partout aujourd'hui, c'est la grande question. Au menu de cette nouvelle saison, l'insécurité, la cohabitation entre les différentes communautés, mais aussi le féminisme et l'écologie. On avait commencé déjà en 2005 avec 3 hommes et village, ensuite en 2010 avec 3 femmes et village, et puis maintenant, 13 ans après, 2023, avec Bienvenue à Kiki Déni. On va parler de l'aspect sécuritaire aussi et la tolérance interreligieuse. Donc c'est autant de thèmes toujours sur un ton comique, beaucoup d'humour dedans. Donc voilà, un peu une satire. Cette année, impossible de revenir sur le site du tournage des 2 premières saisons. Situé à seulement 35 km au nord de Ouagadougou, le village de Zignaré n'est plus sûr, selon la réalisatrice. Depuis le début de l'année, des douzaines de personnes ont été tuées dans des attaques terroristes au Burkina Faso. Les violences ont fait plus de 2 millions de déplacés depuis 2015. Et puis, avant de se quitter, ces images de la parade pour la fête d'indépendance en Algérie, 61 ans en ce 5 juillet. Une parade très colorée et festive, empreinte de costumes, de chants et de danses traditionnelles sous le beau ciel d'Alger, la capitale. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct. Un vent d'air frais souffle sur France 24. Une nouvelle façon de raconter l'information et créer le débat chez les millennials et la génération Z. Enter ouvre une fenêtre sur le monde avec des thématiques européennes. 100% vidéo. Étriquer la French girl. Yeah. Vous avez vu, mais c'est sur TikTok, il y a une... Des sujets jeunes pour les jeunes. Nous devons défendre nos enseignants car la situation est intenable. Elle a 18 ans, elle est lycéenne et elle fait fureur dans son pays, la Hongrie. C'est l'une des plus vieilles forêts d'Europe. Le tout en 8 langues. Ah bon. Hola, yo soy Andreas. Comment cette vidéo parodique Enter débarque sur France 24. Et c'est une bonne nouvelle. Liberté, égalité, actualité.